direct du sommet du Grand Paris au stade Jean-Bouin à Paris. Merci d'être toujours aussi nombreux. Nous allons évoquer un thème, travaillons en confiance. Et évidemment, depuis ce matin, j'écoute quand je n'aime pas et j'entends à chaque fois à la conclusion les intervenants qui disent « travaillons ensemble, travaillons en confiance ». Ça tombe bien, me direz-vous, on est là aussi pour créer des synergies entre les acteurs publics, privés et politiques. Mais je voulais vous donner la parole à tous les deux pour cet événement parce que vous avez deux rôles méconnus, mais complémentaires. D'abord, nous sommes avec vous, Chloé Voisin-Bormous, j'ai bien prononcé? Non, zut, excusez-moi. Vous le dire. Je peux vous appeler Chloé après ou pas? Directrice générale de Paris Capital Économique. Et Pierre Pelouzet, c'est pas Fabien Pelouse, mais presque, il en a la carrure, médiateur des entreprises à Bercy. Pardon, au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. À vos souhaits. Bien. J'ai tout bon. Et donc, Chloé, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pourriez rappeler à cette chère salle qui... C'est un petit bruit de fond. Ce qu'est Paris Capital Économique. Tout à fait, merci César. Donc, Paris-Île-de-France Capital Économique, c'est une association qui fédère une cinquantaine d'entreprises du Grand Paris et de territoires et qui a pour ambition de développer l'attractivité du Grand Paris et d'en assurer la pérennité demain en faisant de ce Grand Paris le pionnier et le leader des transitions. Donc un très vaste projet, mais qui est particulièrement intéressant puisque effectivement le Grand Paris fait face à des défis qui sont considérables et que les entreprises en collaboration avec les territoires peuvent réussir à relever. Très bien. Pierre Pelouzet, la définition du médiateur des entreprises. Et je vais essayer de donner une définition. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Et très heureux d'être ici, César, et avec vous, Chloé, cet après-midi. Le rôle du médiateur des entreprises, ça tombe bien avec le thème que vous avez choisi, c'est de travailler sur la confiance. La confiance entre les acteurs économiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un acteur économique? C'est une entreprise ou un acteur public qui vont avoir des relations contractuelles, des relations de travail, des relations qui vont être dans la durée, qui vont être compliquées parfois. Et notre rôle, c'est de créer de la confiance parce que c'est au travers de cette confiance qu'on arrive à faire du développement économique, qu'on arrive à promouvoir ces entreprises, à les faire grandir. Et donc, on développe plusieurs outils pour faire de la confiance la manière de faire dans notre économie en France. Et vous avez un dénominateur commun, tiens, c'est drôle, c'est le sport. Et les Jeux Olympiques et Paralympiques, justement, je me souviens encore de l'étude que vous avez sortie sur le sport il y a pas si longtemps, et vous me disiez, ça peut être un facteur d'attractivité pour le Grand Paris. Concrètement, comment ? Oui, alors ce qui est très intéressant en fait dans cette question et dans cette table ronde de travailler en confiance, il faut bien réaliser que finalement aujourd'hui on parle beaucoup plutôt de défiance plutôt que de confiance, et les différentes études et notamment une étude récente a permis de montrer que les Français sont pas particulièrement fiers de leur réussite, alors que par exemple vu de Londres, Paris est vu comme une ville pionnière, comme une ville qui arrive à avancer et à réaliser finalement et à relever de nombreux défis, notamment avec les JO. Et donc moi, ce qui m'intéressait dans cette table ronde et dans cette thématique, c'était de voir dans quelle mesure, finalement, encore plus que le sport facteur d'attractivité, c'était de voir comment est-ce que les JO créent un moment aujourd'hui pour faire en sorte qu'on comprenne que la confiance est un facteur d'attractivité en tant que tel. Et pourquoi est-ce que j'énonce ça? C'est j'ai beaucoup travaillé sur un sujet, là, permettez-moi de nous décentrer un petit peu, on a beaucoup parlé de Paris toute la journée, donc là on va regarder... Du Grand Paris, s'il vous plaît. De Paris, du Grand Paris, s'il vous plaît, Chloé. Oui, enfin ça s'appelle Paris-Île-de-France Capital Économique, donc oui, voyons large. Mais décentrons-nous... c'est en anglais? Donc décentrons-nous un instant pour aller regarder du côté de l'Allemagne. Donc en Allemagne, il y a un format qui a été développé de collaboration qui est très intéressant, qui s'appelle les Internationale Bauausstellung et qui ont pour but... Vous pouvez juste nous le traduire en français parce que tout le monde n'est pas germanophone. Hein. Les expositions internationales d'architecture et de construction. Oui, d'accord. C'est plus rapide en allemand. Voilà. Et on va leur donner leur petit nom, les IBA, ont comme intérêt majeur de montrer que des acteurs publics et privés pendant 10 ans se donnent un objectif sur un territoire qui s'appelle un territoire de projet, de se mettre ensemble pour régler un défi qui concerne leur territoire, par exemple pour l'IBA Hampshire Park, régler la question de qu'est-ce qu'on fait avec des friches industrielles, de façon très innovante, et que cette thématique ne va pas concerner que en local, mais aussi
à l'international. Et ça, c'est très intéressant parce que les acteurs qui vont être appliqués ne sont pas que des acteurs locaux, mais aussi des acteurs internationaux. Et finalement, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? C'est parce que les IBA ont démontré depuis le début du XXe siècle, donc avec un grand recul historique, que la confiance qui arrive à se construire sur ces 10 ans de territoire de projet est absolument essentielle, à la fois pour créer de l'innovation qui dure, et à la fois pour créer une confiance entre les acteurs qui va durer au-delà de ces projets. Et j'ai l'impression, et d'ailleurs on en a des preuves, même si on n'a pas encore le recul parce que les JO ne sont pas passés et encore moins terminés, que les JO c'est un moment pratiquement similaire. On est sur une durée de temps, on parlait de 6 ans, donc 6 ans, 10 ans, où finalement les acteurs, même si on n'en parle pas suffisamment, ont appris à travailler ensemble et ont appris à finalement dépasser leurs différends pour un but beaucoup plus important, de fédérer leurs énergies en commun, et ça c'est un facteur d'attractivité. Je peux en donner plusieurs exemples. On sait qu'on a des défis majeurs à relever pour faire face aux transitions. Les acteurs économiques et les acteurs publics ont réussi à se mettre avec les JO ensemble pour pouvoir relever ces défis en faisant preuve d'innovation. Je prends pour exemple un de nos membres, ADP, Aéroport de Paris, qui a su penser à la fois un meilleur accueil des voyageurs pour les JO, mais au-delà de ça, qui sont en train de réfléchir à l'aéroport du futur, qui sont véritablement en train de transformer grâce à des innovations, comment est-ce qu'on va pouvoir penser l'aéroport du futur et le mettre en œuvre. Un autre exemple, la Solidéo avec Aropa, Port de Paris et VNF qui a finalement... Voie navigable de France. Voilà, on n'en parle pas suffisamment, mais qui ont réussi aussi à révolutionner la logistique fluviale. Ils travaillent déjà ensemble, oui. le VNF, Solidéo. Oui, travailler ensemble, mais là on passe à une échelle différente, encore différente. Et par exemple pour un autre sujet, la question des transports, où finalement on les a, chez Paris-Île-de-France, capitale économique, on les a interrogés les uns après les autres pour savoir qu'est-ce que les JO changent. Et ce qu'ils nous disaient, c'est que ce qui a changé, en définitive, c'est pas tellement parce que le projet du Grand Paris Express était déjà lancé, ils n'ont pas eu besoin des JO pour le faire, mais ce qui change, c'est le fait d'avoir pu se parler et d'élaborer cette confiance. Et ça, je pense que c'est absolument essentiel, parce que d'un point de vue d'attractivité, qu'est-ce qu'on montre à l'extérieur? C'est que les acteurs parisiens, qui sont souvent râleurs, finalement, là, arrivent à s'aligner et on montre qu'on arrive à délivrer. Et ça, c'est extrêmement important dans une période où il faut bien le rappeler que sur ces 6 dernières années, Paris a quand même vécu de nombreuses turbulences, crises, chocs très importants et on arrive à délivrer. Ça, c'est un message très fort pour l'attractivité internationale. Bien sûr. Pierre Poulzet, vous avez posé, vous, des jalons aussi avec la Solidéo. Est-ce que vous avez fait avec Absolument, et pas que. Mais c'est un exemple emblématique sur lequel vous pouvez revenir. Peut-être revenir sur les outils dont je parlais tout à l'heure, justement, pour mettre en place de la confiance. Il y a 2 outils majeurs sur lesquels je vais insister et effectivement montrer comment on les a déclinés pour les Jeux Olympiques, qui sont un laboratoire, j'allais dire, extraordinaire pour travailler sur cette confiance. Le premier outil, c'est bien sûr de la médiation. Ce que nous offrons, c'est un service public de médiation, c'est-à-dire que partout sur le territoire, vous avez accès, que vous soyez entreprise ou acteur public, à un service de médiation. C'est-à-dire que si vous avez une difficulté, un conflit avec un fournisseur, avec un client, vous avez gratuitement accès à des médiateurs formés, professionnels, entraînés, de très haute qualité, qui vont vous aider à trouver une solution vis-à-vis des conflits que vous avez. Ça marche formidablement bien. On fait des milliers de médiations tous les ans sur le territoire avec un taux de succès de 70%, c'est-à-dire dans 7 cas sur 10, les 2 acteurs qui arrivent un peu fâchés, un peu énervés, un peu en difficulté, ressortent avec une solution commune grâce à la médiation. Donc un premier outil formidable. Et puis en parallèle, on s'est dit, venir en médiation, c'est bien, mais changer les comportements, c'est bien aussi. Et donc, on a travaillé beaucoup sur ce qu'on appelle les achats responsables, c'est-à-dire que dans je ne vous ai pas présenté sous cette casquette, mais c'est aussi ce que... vous inquiétez pas, je le fais bien volontiers aussi. Et pourquoi les achats responsables? Parce que c'est aussi un changement de comportement, la confiance. Et donc, on a mis en place une charte de bonnes pratiques et même tout un parcours qui peut vous amener à être labellisé sur les achats responsables. On est d'ailleurs en France un des pays leaders sur ces achats responsables. Alors maintenant, je réponds à votre question parce que je suis très bien élevé, César. Je sais qu'il faut répondre aux questions des journalistes, enfin de temps en temps. De temps en temps, vous me répondez toujours quand je vous appelle. Je vous remercie. Et merci Paulina dans la salle. Qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, au niveau des Jeux Olympiques? Première chose, la charte dont je vous parlais a été signée par Tony Estanguet. On a fait une très belle cérémonie de signature de la charte relations fournisseurs et achats responsables. Et on ressent aujourd'hui, parce qu'on le suit, dans tous les appels d'offres qui sont faits,
l'attention particulière qui est portée à tous les éléments de la responsabilité. Quel impact sur l'économie locale, quel impact sur l'environnement, quel impact sur le handicap, l'insertion, tout ça, ça fait partie des achats responsables. Donc vous voyez un premier acte et un premier axe formidable de confiance et de mise en œuvre sur les Jeux Olympiques. On a été plus loin. On a été plus loin parce que il y a tous ces travaux qui sont menés, vous avez cité la Solidéo, et on a vécu quand même une période un peu exceptionnelle depuis 3 ans, c'est-à-dire faire des Jeux Olympiques l'année prochaine, c'est très bien, mais faire des Jeux Olympiques l'année prochaine, avec tout ce qu'on a vécu depuis 3 ans, c'est quand même un challenge supplémentaire. Hein. La crise Covid, la reprise, la crise sur les matières premières, la crise de l'énergie, les difficultés à recruter que connaissent les entrepreneurs, voilà, c'est quand même un contexte extrêmement particulier. Et du coup, toutes ces entreprises, des grandes, des moyennes, des petites, qui travaillent pour Solidéo, qui travaillent pour ces chantiers, se sont trouvées à des moments donnés en difficulté parce que les contrats qu'elles avaient signés il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand il y a eu l'inflation, quand il y a eu la crise de l'énergie, etc., c'était un peu plus difficile de les tenir. Alors une grosse structure peut se dire, bon, allez, on va faire le contrat et puis on réglera les comptes après, c'est ce qu'on fait traditionnellement dans le BTP. Pour une plus petite structure, autant vous dire que c'est un peu compliqué, elle n'a pas les épaules pour ça. Et donc on a travaillé avec la Solidéo et l'ensemble de la filière du BTP en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre ça. Et donc on a mis en place ce qu'on appelle une médiation de projet, c'est-à-dire qu'on a mis en place 2 médiateurs spécialisés sur ces sujets-là. Et donc, pourquoi Pierre Pelouzet peut se dédoubler? Je peux même... on a 100 médiateurs, donc je ne sais pas comment on dit pour... Parce que c'est le médiateur des entreprises. C'est vrai. L'institution s'appelle le médiateur des entreprises, mais vous faites bien de me le faire préciser. On a une centaine de médiateurs et médiatrices, pas tous sur le territoire. On en a, non pas sélectionné, mais spécialisé 2 sur ces sujets-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et ça heureusement au travers de toutes les fédérations professionnelles, les entreprises le savent, soit elles arrivent à se mettre d'accord avec la Solidéo, qui bien entendu est ouverte à ces sujets, soit il y a une difficulté, ça coince, et ils ont accès à ces médiateurs qui va tout simplement faciliter la discussion dans un cadre de confidentialité. Et ça, c'est très important. Il y a beaucoup de choses qu'on peut se dire, mais on se les dit beaucoup mieux s'il y a la confidentialité qui est là et s'il y a quelqu'un qui vous aide à faciliter le dialogue. Donc voilà, cette médiation, vous voyez, elle est opérationnelle, à la disposition de tous les acteurs pour faire ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire faire des achats responsables, mais le faire avec le dialogue et avec la confiance. Dialogue, confiance, c'est votre quotidien aussi, vous? Tout à fait, c'est exactement ce qu'on est en train d'élaborer comme méthode à Paris-Île-de-France Capitale Économique, d'offrir finalement un cadre non institutionnel aux acteurs économiques et aux acteurs territoriaux pour pouvoir, au sein de groupes de travail qui sont nourris naturellement par un travail de veille, de benchmarking international, parce qu'une bonne décision est une décision qui est fondée, pouvoir finalement réfléchir aux problèmes qui fâchent, donc laisser sa casquette institutionnelle dans le couloir. Qu'est-ce que c'est les problèmes qui fâchent? Dites-nous tout, Chloé. Il y en a. Faites-nous des révélations. Beaucoup, mais pas ici. Beaucoup, mais pas ici. Ah, vous avez trop dit, pas de off. Mais il faut venir chez Paris-Île-de-France Capitale Économique, puisque justement on a la règle de Chatham House, ce qui se dit chez Paris-Île-de-France Capitale Économique reste avant que ça sorte. Et là, ça ne sort vous n'aviez pas la bientôt. même règle à la Fabrique de la Cité du temps où il y avait l'Université de la Ville de demain Exactement. Madame Lex, directrice des études de la Fabrique de la Cité. Pardon, on s'égare, on part pas. Private joke. Oui. En tout cas, ce qui est intéressant dans un outil assez inédit en France, puisque c'est vrai que la France n'aime pas trop ni les think tanks, ni les fondations, enfin c'est pas qu'ils n'aiment pas, mais on n'en a pas beaucoup par rapport à d'autres pays comme aux États-Unis ou en Allemagne ou en Angleterre. Cet outil est particulièrement utile pour justement analyser les points de déblocage, les débloquer et proposer, parce qu'il ne suffit pas de débloquer, mais aussi de proposer des solutions et cette fois-ci aussi de donner le cadre de cette confiance en travaillant doucement avec l'ensemble des partenaires pour pouvoir avoir les solutions les plus innovantes en intégrant toujours, et c'est aussi une originalité de notre structure, le regard international. Parce qu'il faut bien sûr toujours penser à regarder ce que les autres pensent de nous et pas toujours se regarder soi-même. Et c'est extrêmement rassurant de voir aussi comment les autres nous perçoivent. C'est pas si négatif que ça. Donc c'est plutôt une leçon d'optimisme qu'on a chez Paris-Île-de-France Capitale Économique.
Un mot d'optimisme, Pierre Pelouzet. L'optimisme, c'est permanent chez nous, sinon on ne ferait pas ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on voit oui, parce que vous cherchez toujours à trouver des solutions via la médiation. Absolument, absolument. Et il faut être optimiste. Il faut être optimiste d'abord parce qu'on a un tissu économique qui est formidable, avec des entrepreneurs qui, comme je le disais, ont vécu des choses assez hallucinantes sur ces dernières années. Et on voit qu'ils sont là, qu'ils se battent, qu'ils continuent. Donc il faut être optimiste, il faut les accompagner. Il faut faire connaître ces outils. C'est pour ça que je vous remercie encore une fois d'être ici cet après-midi. Malheureusement, il y a encore des acteurs publics, il y a encore des entreprises qui ne connaissent pas la médiation. Qui ça? Pareil, balancez des noms. Ceux qui ne nous connaissent pas, je ne peux pas les nommer, puisque justement, ils ne nous connaissent pas. Mais quand ils viendront, c'est un appel je pourrais vous les connaître. Oui, c'est un appel à nous connaître, c'est un appel à faire appel à la médiation chaque fois que vous en avez besoin. Ne restez pas isolés, ne restez pas dans la difficulté, ne restez pas dans le conflit, ne restez pas dans le rapport de force, surtout les sujets qu'on peut toucher, les retards de paiement, les ruptures de contrat, les fins de chantier qui se passent mal, ça doit parler à tous les élus qui sont là. La médiation est là pour vous aider. Et puis aussi, engagez-vous sur les achats responsables. Je l'ai dit, Tony Estanguet l'a fait. Pour le petit clin d'œil, d'ailleurs, on lui avait fait signer la 2024e charte. Vous voyez, il y a plus de 2000 signataires de la charte. On avait un tout petit peu triché, mais bon, il fallait le clin d'œil. Mais il y a beaucoup d'acteurs privés et publics. Stéphane Troussel, qui était assis là tout à l'heure, a signé cette charte et donc qui s'engage dans ces achats responsables et qu'on peut accompagner pour faire encore mieux dans le développement de la responsabilité sur les achats. Les achats, c'est des millions, des centaines de millions, des milliards d'euros que vous dépensez. Et si vous les dépensez bien, c'est un impact extraordinaire sur votre environnement, sur votre communauté, sur vos entreprises. Si vous les dépensez moins bien, ça peut aussi faire beaucoup de dégâts. Donc, engagez-vous avec nous, c'est le message que je suis heureux de faire passer cet après-midi. Merci. Vous voulez dire un petit micro-mot ? Peut-être pour revenir à la première question, en quoi le sport est un facteur d'attractivité pour le Grand Paris. Je pense qu'ici, on a donc la preuve toute la journée que le sport peut être un facteur d'attractivité. Il reste néanmoins un passage à l'échelle supplémentaire et qui aussi nécessite cette question de confiance qui est la structuration de l'écosystème du sport, et le Sport Unlimited avec la CCI fait un travail formidable, et je vous invite aussi à consulter notre future étude avec la CCI Île-de-France, la Chambre de commerce et d'industrie, qui va permettre d'analyser comment est-ce qu'on peut structurer cet écosystème du sport pour en faire un véritable facteur d'attractivité en vue des JO, mais bien au-delà. Merci, et je profite de cette table ronde Travailler en confiance, avant de te laisser la parole, Juliette, pour remercier toutes les femmes de l'ombre qui s'activent pour la réussite de cet événement, avant de vous laisser. Je voudrais remercier à la logistique Virginie, ici présente. Il faut aussi remercier Joséphine. Il faut remercier aussi pour la tribune.fr, pour les comptes rendus, Colline, Pauline, Natacha, Émilie. Sur Twitter, en direct, Naëma et Juliette, mais aussi à la réalisation de Tony Estanguet. Soit là, merci à elle, merci pour elle, merci pour la tribune. Merci, merci Joséphine.